allait faire un survol des principaux points à discuter concernant les accidents vasculaires cérébraux. Mais tout d'abord, les chiffres. Alors, comme vous le savez tous, c'est l'urgence type en neurologie. Il s'agit d'une urgence diagnostique et thérapeutique, et elle représente, comme vous le savez bien, un problème de santé publique majeur, parce que l'enjeu n'est pas seulement dû à sa fréquence, avec une incidence qui est élevée, voire même très élevée, et que par le monde, on compte à peu près 15 millions par an dans le monde, mais également par ses conséquences, essentiellement générateurs de handicap, et c'est la première source de handicap à vie chez l'adulte. La deuxième cause de démence et les conséquences handicapantes, vous le savez, ça repose essentiellement sur l'approche clinique. On suspecte le diagnostic d'accident vasculaire cérébral grâce à un examen et à un interrogatoire minutieux, et on le confirme grâce à l'imagerie qui a permis un apport considérable. La prise en charge à la phase aiguë, comme vous le savez, est la pierre d'angle dans la gestion de cette urgence. Elle est codifiée, elle se fait généralement dans des unités spécialisées, elle devrait se faire dans des unités spécialisées, et sont connues. Il est important de les identifier pour catégoriser les personnes à haut risque de développer l'accident, et qui sont la cible principale thérapeutique préventive. Alors, il y a différents types de facteurs de risque. Il y a évidemment les facteurs de risque non profitables sur lesquels on ne peut pas agir. Ils sont essentiellement l'âge, quand ça dépasse 60 ans, le sexe masculin, pour l'hypertension artérielle, le risque relatif est de 2, il peut aller jusqu'à 5 fois, et multiplié par 5 le risque survenu d'un accident vasculaire. Alors, sur le plan clinique, évidemment, la clinique est variable en fonction du territoire vasculaire cérébral. Il s'agit généralement d'un déficit, essentiellement dans la majorité des cas, il s'agit d'un déficit moteur, un type d'hémiplégie, qui peut s'associer ou non à des troubles cognitifs, selon la latéralité de la lésion, à type d'aphasie ou encore d'apraxie. Il peut s'agir aussi de signes visuels déficitaires, soit une cécité, soit une myopie. Il peut encore s'agir de tableaux en même temps. La prise en charge diagnostique, la première étape, c'est de répondre à la question: s'agit-il d'un accident ischémique ou d'un accident hémorragique? Pardon. Et pour cette distinction, je vous montre ici des exemples de TDM cérébral. En fait, l'imagerie cérébrale de type scanner suffit pour faire la part entre un accident vasculaire d'origine ischémique et un accident vasculaire d'origine hémorragique, comme vous le voyez. Dans le premier cas, il s'agit d'une hypodensité, et dans le second, c'est une hypertensité spontanée. La deuxième étape, une fois qu'on a posé le diagnostic de l'accident vasculaire et qu'on l'a traité, c'est de rechercher son étiologie. Alors, les étiologies sont multiples et nécessitent le recours à des explorations à la fois biologiques et cardiologiques. En gros, on dit que quand on est devant un accident vasculaire ischémique, il faut regarder 3 composants à la fois: le cœur, les artères et le sang. Quand il s'agit d'un AVC hémorragique, il faut essentiellement regarder les artères. Et là, dans le cadre du bilan étiologique, on retrouve l'un des premiers avantages de l'IRM par rapport au scanner cérébral. Une fois le diagnostic posé, la prise en charge thérapeutique doit obéir à 5 principes ou postulats, si vous voulez. Évidemment, un traitement symptomatique, quelle que soit la nature de l'accident vasculaire. Essentiellement, les constantes hémodynamiques et biologiques qui doivent être monitorées et prises en charge. Le traitement spécifique, dans le cadre de l'AVC ischémique, il s'agit de la recanalisation, et certaines études tendent maintenant à parler de molécules neuroprotectrices. Le troisième principe, c'est la prévention et le traitement des complications immédiates et à long terme. Et bien évidemment, avant que le patient ne sorte, il faut entamer une prévention secondaire précoce et une rééducation précoce.
parle d'une prise en charge aiguë, c'est justement cette zone qu'on cherche à sauver au maximum, parce que, je ne sais pas si vous connaissez ce schéma, ce qui est rouge, c'est la nécrose tissulaire, c'est l'infarctus constitué. Vous le retrouvez là à 1 heure, c'est une toute petite zone à 1 heure. Cette zone va être entourée d'une zone ouverte de souffrance neuronale sans nécrose. Donc c'est une zone qui est accessible à la récupération. Et la zone bleue, c'est la zone de l'œdème. Et vous remarquez que ça va très vite. Normalement, c'est un chrono qui se déclenche ici. Et dès la 3e heure, vous remarquez que cette zone grandit énormément. Et là, malheureusement, ce qui est perdu n'est jamais récupéré. D'où l'urgence des techniques de revascularisation. En particulier, la plus connue, c'est la technique de thrombolyse intraveineuse. Alors, ce schéma est un petit peu vieux, parce que je vais vous parler des nouvelles recommandations pour la prise en charge pour la thrombolyse. En fait, malheureusement, ça ne s'étend pas à 24 heures, mais ça s'élargit un petit peu jusqu'à 4h30. La dernière étude qui date de 2009 a montré un effet similaire de la thrombolyse à 3 heures et à 4h30. Pas d'effet à 6 heures. Donc tout doit se faire dans les relativement 4h30 initiales. Alors justement, comment ça se fait? Il y a 3 étapes si on veut aller vers la recanalisation. La première étape obligatoire est l'étape pré-hospitalière, c'est-à-dire l'acheminement du malade jusqu'au lieu de la thrombolyse. La deuxième étape, c'est celle de l'exploration, en particulier la neuroimagerie et la biologie. Et la troisième, et aussi hospitalière, c'est la prise en charge, au mieux dans un stroke unit, c'est-à-dire une unité de neurovasculaire. Alors l'étape pré-hospitalière, on a tendance à la banaliser, mais c'est elle qui a fait tout le succès de prévention dans les pays développés. Ce qui se passe, c'est qu'il s'agit d'un transport médicalisé rapide du malade où vont s'enchaîner toutes ces étapes-là. D'abord, le ramassage doit être suivi d'un bon interrogatoire, généralement soit du patient s'il est conscient ou de l'entourage si le patient n'est pas conscient ou s'il y a des troubles du langage. Il va préciser les signes révélateurs de l'accident vasculaire et surtout préciser l'heure exacte et les circonstances de survenue de l'accident. Durant ce transport également sera fait un examen neurologique et général initial très bref, avec une glycémie au doigt, l'installation d'une voie d'abord, un électrocardiogramme, parce que n'oubliez pas la concomitance de l'ischémie cérébrale et cardiaque, et un monitoring des fonctions vitales. Alors, ce qui se passe généralement, ce sont des réseaux bien rodés, où il y a immédiatement, au moment du ramassage, ils préviennent le neurologue du centre de garde, au mieux c'est l'IRM cérébral, avec les séquences T1, T2, clair, diffusion et perfusion, avec des séquences d'angio-RM. On a l'impression que c'est lourd, mais c'est tout à fait faisable dans les 30 premières minutes d'arrivée. Si on ne dispose pas d'IRM, un scanner cérébral avec un angioscan est bon, relativement. Au pire, à défaut, un scanner cérébral sans injection pour éliminer en fait la contre-indication de l'hémorragie. Enfin, l'infirmier, et pas vraiment enfin, parce qu'il passe également parallèlement, c'est à lui de vérifier l'existence et l'état des voies d'abord veineuses. Là, le développement de la perfusion de sérum physiologique et pas de sérum glucosé, qui est contre-indiqué à la phase aiguë, de faire les prélèvements sanguins et d'acheminer lui-même les prélèvements jusqu'au laboratoire. Alors, juste pendant cette phase, l'imagerie, comme vous le savez, est d'un apport très important. Le scanner sans injection est primordial pour faire la part entre hémorragie et ischémie, mais également il peut donner d'autres. Je vous ai mis juste que la thrombolyse est autorisée sur les scanners simples. Mais, bien sûr, on voit la supériorité de l'IRM cérébral, qui a une meilleure performance diagnostique, qui visualise directement
l'occlusion artérielle. Et ça répond à l'adage qu'on a l'habitude d'utiliser en médecine, on ne thrombolise qu'une occlusion qu'on voit. Et elle permet d'estimer le mismatch, c'est-à-dire la zone de pénombre, la grandeur de la zone de pénombre, qui est aussi un facteur pronostic après thrombolyse. Et enfin, elle peut permettre également, précocement, de montrer des stigmates d'hémorragie dans certains AVC qui ont tendance à se transformer. Toutefois, l'absence d'IRM immédiate ne doit en aucun cas faire retarder le diagnostic. Et la séquence la plus importante dans cette IRM, c'est la séquence de diffusion, qui est à l'ischémie cérébrale, ce que l'électrocardiogramme est à l'ischémie myocardique. La troisième étape est toujours hospitalière, c'est la prise en charge en unité de soins spécialisée, ou stroke unit. Une fois l'imagerie faite, le transfert doit être immédiat dans cette unité et le neurologue va devoir réévaluer les critères de thrombolyse, essentiellement le délai d'installation, l'éventuelle disparition des signes, parce que si les signes ont disparu, il n'y a plus aucune raison de thrombolyser, et le monitoring des constantes hémodynamiques et bien sûr les critères radiologiques de mauvais pronostic. Les principes, c'est essentiellement les principes de la thrombolyse qui visent à éliminer les caillots sanguins anormaux qui vont obstruer le flux sanguin. Elle se base sur l'utilisation de la RTPA, qui est la forme recombinante de l'activateur tissulaire du plasminogène, et qui vont mimer l'action de l'activateur naturel de la fibrinolyse. Alors, évidemment, cette thrombolyse n'a pas d'indication chez tous les patients. Elle a des objectifs sur des évidences, sur des essais cliniques qui ont montré l'efficacité, et surtout sur un score NIHSS qui est compris entre 4 et 25. En fait, c'est un score qui semble un peu barbare, mais qui est très rapide à faire. C'est un examen neurologique qui est structuré en 10 items, et puis c'est un score à calculer. Et on sait que les scores NIHSS supérieurs à 25 ont de toute façon un mauvais pronostic et avec un risque hémorragique, donc c'est une contre-indication à la thrombolyse. Les contre-indications à la thrombolyse qui doivent être connues par le médecin qui va la faire sont très longues. Je vous passe cette diapo. Et c'est juste que, à cause de toute cette lourdeur de prise en charge, la thrombolyse nécessite une prise en charge par des médecins qui sont formés à l'utilisation des agents thrombolytiques et qui disposent, deuxième impératif important, de moyens de surveillance adéquats. Sinon, en médecine, c'est primum non nocere et il ne faut pas tenter le diable. L'utilisation de ce médicament devrait donc être limitée aux seules unités neurovasculaires, et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les recommandations internationales. Alors, au meilleur des cas, on reçoit un patient, à 3 heures, vous voyez son IRM et son non-IRM, avec cette obstruction à ce niveau-là, et la souffrance cérébrale ici, et à 20 heures, après la thrombolyse, une revascularisation quasi totale de l'artère. Alors, comment, en même temps, il faut surveiller le patient. Il faut surtout dépister, prévenir et traiter les complications dans tous les cas. Qu'on ait recours à la thrombolyse ou pas, c'est essentiellement un monitoring des troubles de la vigilance, des troubles de la déglutition, des éventuelles complications du décubitus chez un patient qui est généralement hémiplégique, et des infections ou des complications de décubitus, essentiellement des infections pulmonaires. L'impératif également, le principe également, c'est que pendant les premiers jours, il faut démarrer, d'ailleurs le deuxième jour, il faut démarrer rapidement la rééducation motrice et orthophonique pour pouvoir minimiser les séquelles ultérieures. Alors, c'était l'étape de la prise en charge à la phase aiguë. Mais plus largement, après un accident vasculaire, quelle serait l'ordonnance de sortie type du patient? Cette ordonnance de sortie repose sur ce qu'on connaît de la prévention secondaire de l'accident vasculaire, qui
qui elle-même passe par une détermination de l'étiologie en premier lieu. On ne peut pas traiter tous les accidents vasculaires ischémiques de la même manière, étant donné qu'ils dépendent d'étiologies différentes. Alors, il faut, dans le but d'éviter la récidive d'un infarctus cérébral ou d'un accident ischémique, les antithrombotiques sont de règle, soit l'aspirine, soit le clopidogrel. Les anticoagulants ont certaines indications, en particulier les accidents vasculaires d'origine cardio-embolique. Et également, ce qui peut ne pas être prescrit sur l'ordonnance, c'est la prise en charge des facteurs de risque cardiovasculaire, comme l'arrêt du tabac et de l'alcool, le dépistage et le traitement d'un diabète, d'une hypercholestérolémie, d'une obésité, d'une hypertension et l'amélioration du régime nutritionnel. Tout cela devrait figurer sur l'ordonnance de sortie après un accident vasculaire cérébral ischémique. Alors, quelques petits diapos sur le rationnel de ces prescriptions, essentiellement par rapport à l'hypertension artérielle, où une méta-analyse déjà ancienne nous dit que chaque diminution de 2 mm de mercure de la pression artérielle systolique est associée globalement à 7% de réduction de la mortalité due aux maladies cardiovasculaires et plus particulièrement à 10% de réduction de la mortalité dans les accidents vasculaires cérébraux. Les objectifs tensionnels recommandés sont en général pour la population générale inférieurs à 14,9. Ils ont été revus à la baisse, mais n'ont pas été encore validés. Je dis les chiffres actuellement discutés sont autour de 13,8. Et pour les patients diabétiques et insuffisants rénaux, les objectifs sont beaucoup plus sévères. Ils doivent être inférieurs à 13,8. Concernant le diabète, c'est également un facteur de risque majeur pour l'accident vasculaire cérébral ischémique et c'est une source de handicap supplémentaire pour les sujets jeunes. Il double le risque de la récidive, donc c'est important de bien le monitorer en post-AVC. Et malheureusement, il est associé aussi à un pronostic de récupération moins favorable. Le troisième composant majeur de la prévention secondaire, c'est la dyslipidémie, avec des objectifs de LDL cholestérol supérieur à 1 gramme. Et le traitement a pour objectif plutôt de diminuer de 50% le taux de LDL. Le résultat de la majorité des études menées en post-AVC avec les statines ont permis de donner une diminution de 44% dans le pronostic des AVC et de 42% des événements coronariens. Évidemment, il faut considérer ces traitements en connaissant leurs effets indésirables, qui sont notamment les problèmes hépatiques et les troubles potentiels chez le sujet âgé, en particulier les femmes. C'est un article de 2009 qui supporte le fait que l'adhérence au régime alimentaire méditerranéen est associée à un faible risque de coronaropathie et d'accident vasculaire cérébral chez la femme. Le problème, c'est qu'on est censé être dans un pays méditerranéen, mais détrompez-vous, on n'a plus du tout, du moins, les habitudes alimentaires du vrai régime méditerranéen. La deuxième chose intéressante, et les patients en général nous posent régulièrement la question, c'est le jeûne de Ramadan. On peut être relativement rassuré à travers cette publication où il est prouvé que le jeûne n'a pas d'effet sur la fréquence, ni le type, ni encore la sévérité de l'accident vasculaire cérébral. Toute mesure gardée, si c'est des patients hypertendus et diabétiques, il faut quand même qu'ils prennent leur traitement hypertenseur et antidiabétique. Alors, en conclusion, l'accident vasculaire cérébral est un enjeu majeur de santé publique, comme vous le savez, et en fait, la prévention de ces conséquences repose sur un continuum de prise en charge. Et ça commence loin, comme vous le voyez. Ça commence déjà par la prévention secondaire à large échelle des principaux facteurs de risque vasculaire, en particulier l'hypertension, le diabète et les dyslipidémies, et l'éducation sanitaire. Je vais juste vous montrer la diapositive.
C'est des exemples de spots qui passent dans les pays anglo-saxons et on montre ça à la population générale en fait. Et c'est comment reconnaître un accident vasculaire cérébral, quels sont les signes d'alerte en visuel, parce qu'on le dit oralement ici, mais les signes d'alerte en visuel qui font appeler les urgences et qui déclenchent le circuit de prise en charge. Donc ça serait intéressant de mettre en place ce genre d'éducation. Alors, donc c'était la prévention primaire. Évidemment, la prise en charge à la phase hyper aiguë de l'accident vasculaire, c'est l'organisation du transport. C'est une phase capitale parce qu'au-delà du fait que le patient arrive tard aux urgences parce qu'il méconnaît ses troubles, il attend le taxi, la prise en charge, même s'ils appellent le SAMU, la prise en charge codifiée dans le transport médicalisé est très importante, elle impacte énormément le pronostic. Évidemment, la prise en charge de la phase aiguë hospitalière l'impacte aussi, mais aussi le fait de démarrer rapidement la rééducation et d'envisager rapidement aussi la réinsertion de ces personnes qui, généralement, perdent leur statut professionnel. Alors enfin, juste un mot pour notre région, la région de Manouba, où il y a une vraie nécessité de mettre en place un plateau technique adéquat pour la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux. Ça nécessite évidemment des moyens de mise en place, mais ça nécessite, avant les moyens, je pense, une coordination importante avant de démarrer ce genre de prise en charge.